C'est un mal qui ronge l'économie française depuis longtemps. La fraude. Tout cumulé, les estimations les plus prudentes l'évaluent à 80 milliards d'euros par an. Les plus folles dépassent largement les 100 milliards. La fraude s'attaque à tout, aucun secteur n'est épargné. Automobile, restauration, nous avons enquêté sur les domaines les plus touchés et à chaque fois, les dissimulations, les fausses déclarations et le travail au noir sont légion. Il y a un problème aussi de salariés non déclarés. C'est pas mon salarié, donc Il est à qui alors? Nous avons remonté certaines filières, comme celle très étonnante du bois de chauffage, où près de 80% des transactions se dérouleraient dans la plus pure illégalité. Donc là on cherche 300 000 € en espèces. Mais aussi celle de la construction immobilière. Vous verrez comment les policiers et les inspecteurs du travail ont réussi à confondre un employeur véreux. Vous êtes sûr que c'est monsieur la société, que l'employeur de tous les gens qui sont sur le chantier, vous êtes sûr? D'accord, bon, on va vérifier ça de toute façon. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. Des forces nouvelles, avec des pouvoirs de police renforcés, sont à la manœuvre. Une nouvelle guerre contre la fraude est enclenchée. Quand on arrive, c'est faire descendre tout le monde à terre et tous les regrouper au même point à l'entrée ici. Les enquêteurs qui traquent le travail au noir sont aujourd'hui sur tous les fronts. Leurs opérations sont parfois spectaculaires. Nous avons aussi suivi les douaniers qui s'attaquent, eux, à une autre fraude, la fraude fiscale. On va intercepter celui-ci un petit peu plus loin. Autoroute, train, leur terrain de chasse n'a pas de limite. Est-ce que vous transportez des sommes titres aux valeurs supérieures à 10 000 €? Qui sont les fraudeurs pour qui l'argent en cash est devenu le Graal absolu? Quelles sont leurs méthodes? Et pourquoi une grande partie d'entre eux échappent encore au contrôle? Je vous mets un défi de me ramener n'importe qui déclare tous ses salariés à 100%. Comment les autorités se sont aujourd'hui liées pour les traquer avec plus d'efficacité? Enquête au cœur de l'économie souterraine, au pays de la triche, où tous les coups sont permis. Donc ce qu'il faut faire quand on arrive, c'est faire descendre tout le monde à terre et tous les regrouper au même point à l'entrée ici. On est là. On a par là. C'est là, monsieur. Posez votre matériel. Posez vos affaires. Posez par terre. Vous pouvez me traduire s'il vous plaît? C'est votre prénom ça ou c'est votre nom? C'est le monsieur qui est là. Ok, bah on va aller jusqu'à votre bureau, monsieur. Vous êtes sûr que c'est monsieur la société, que l'employeur de tous les gens qui sont sur le chantier, vous êtes sûr? Vous travaillez pour quelle société, monsieur? Ça, c'est votre société. Mais pour l'instant, je vous place en garde à vue en vue de dépatouiller un petit chat, d'accord? Fort de Vincennes, près de Paris. Ce matin, l'opération qui est sur le point de commencer n'est pas banale. C'est un trafiquant présumé de voitures volées que ces policiers d'élite s'apprêtent à interpeller, un escroc ordinaire. D'habitude, le capitaine François et ses hommes ont plutôt affaire à des criminels, des braqueurs ou des dealers. Mais l'homme en question est probablement armé, donc très dangereux. C'est pourquoi la brigade d'intervention est mobilisée. Avec une arme ou il y avait un port d'arme de 4e catégorie? Il a ça au stick, ouais, une sorte de détention et port d'arme de 4e catégorie. Gilet pare-balles, casque, fusil d'assaut, bélier. L'assaut sera mené par une dizaine d'hommes suréquipés et surentraînés. Pour prendre le moins de risques possible, l'opération a été longuement planifiée. Par sécurité, le groupe assiste à un dernier briefing avant de partir. Tu montes au premier étage, une fois que tu leur as désigné la porte, tu te casses, tu les laisses. Tu reviens, tu vas te mettre au cul de la colonne. Je serai derrière, donc tu me rejoins. D'accord. On attend, et là, on va s'articuler comme on fait d'habitude. Le briefing terminé, la brigade d'intervention met le cap sur le nord de la capitale. Il faut être en place avant 6 h du matin, l'heure légale pour les interpellations. On va assister à la deuxième DPJ qui, dans le cadre d'une commission rogatoire, doit interpeller un individu qui est recherché donc, pour escroquerie. Les enquêteurs sont tombés sur lui un peu par hasard. Les véhicules qu'il revendait à des particuliers n'étaient pas déclarés.
Une simple histoire de fraude fiscale. Il a été dénoncé et le voilà dans la ligne de mire de la police. C'est une intervention extrêmement périlleuse qui attend les hommes de la brigade d'intervention. Le suspect ne doit en aucun cas leur échapper. À 6h pile, l'assaut est donné. Allez, go, go, go! Les policiers s'engouffrent dans l'appartement. Ils doivent opérer très vite pour ne surtout pas laisser retomber l'effet de surprise. C'est clair! Il ne faut pas lui laisser le temps de réagir et de s'emparer d'une arme. Mais l'homme reste introuvable. Seule une femme et 3 enfants ont été identifiés dans une chambre. Et l'eau douche. Ils sont sous le choc. Tandis qu'un policier tente de calmer les enfants, les autres membres de la brigade continuent leur fouille dans les dernières pièces. Renfort! Renfort! Allume. Objectif, interpellé ou pas? Moins de 2 minutes plus tard, l'assaut est terminé. Mais le suspect ne se trouve nulle part. Les occupants, eux, ont déjà retrouvé leurs esprits. Une jeune adolescente se permet même de se moquer des policiers. Il n'y a personne là-dedans? Vous asseyez, je vous prie. L'interpellation d'un individu supposé dangereux est toujours un moment extrêmement délicat. Les hommes de la brigade d'intervention ont beau être surentraînés, ils s'attendent toujours au pire. Et la présence de la famille d'un suspect ne fait que compliquer leur tâche. C'est la chose la plus délicate, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a des enfants. Voilà. Maintenant, il faut savoir que, voilà, il y a un individu interpellé, il y a un objectif, il faut le faire. Eux aussi, c'est malheureux, mais ils se savent aussi en sécurité, du fait qu'ils sont pères de famille aussi. Et dans la mesure où il y a des enfants, ils se disent, moi, on viendra jamais me chercher. Maintenant, on essaie d'être vigilant, on fait attention, on s'entraîne pour. L'opération est maintenant terminée. Pour les hommes de la brigade d'intervention, la mission s'arrête là. C'est désormais la police judiciaire qui va reprendre la main. L'escroc supposé est malheureusement toujours libre. Mais pour le capitaine François, ce n'est que partie remise. Il était absent et il se sent recherché, il a dû sentir ou pressentir et il s'est arraché, quoi. Il est allé dormir ailleurs tout simplement. L'homme qui revendait des voitures volées sera interpellé quelques semaines plus tard. Une belle affaire pour la police, qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le renfort de spécialistes de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, la fraude, c'est-à-dire le paiement de la main à la main, le travail au noir, les fausses déclarations des employeurs, les entreprises bidons, connaît une explosion sans précédent. En septembre dernier, une grande institution, la Cour des comptes, a tiré la sonnette d'alarme. Les chiffres qu'elle a publiés dans un rapport sont alarmants. Le montant des fraudes sociales, toutes branches confondues, a doublé en 8 ans. La fraude s'est établie à un niveau record, entre 20 et 25 milliards d'euros. Entre 20 et 25 milliards d'euros, de quoi largement combler le trou de la sécurité sociale. Et la Cour des comptes ne mâche pas ses mots. La fraude aux cotisations sociales, autant que la fraude fiscale, met en péril l'ordre public. Pourtant, la chasse aux fraudeurs ne date pas d'hier. Mais selon la Cour des comptes, les résultats ne sont pas suffisants. Nous avons voulu comprendre à quoi ressemble aujourd'hui cette guerre contre la fraude qui mobilise en masse les agents de l'État. Gendarmes, policiers, douaniers. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer à la douane? Et inspecteurs du travail. Messieurs, bonjour. C'est cette lutte au cœur des villes, des banlieues ou des campagnes que nous allons vous raconter. Enquête au cœur de l'économie souterraine, à la rencontre des escrocs qui n'hésitent pas à s'affranchir des lois pour faire toujours plus d'argent. En France, il y a un secteur qui est dans le collimateur des forces de l'ordre, celui de la vente d'automobiles. Une poule aux œufs d'or pour les nouveaux rois de la magouille. En ligne de mire des services antifraude, les garages spécialisés dans les véhicules d'occasion. Des établissements comme on en trouve souvent près des grands axes partout en France. Accès facile, transactions rapides, vous pouvez y vendre votre voiture ou en acheter une nouvelle en quelques minutes seulement. Nous sommes près de Poitiers, dans le centre de la France. C'est ici, dans cette région d'habitude plutôt tranquille,
que commence notre histoire. Tout est parti d'une lettre anonyme. Une bonne vieille recette pour dénoncer les agissements de son voisin. Cette lettre a été envoyée à la gendarmerie locale. Qui c'est qui a la lettre là tu m'as parlé hier, Fred? Ça y est là. Ok, merci. C'est Thierry, un maréchal des logis-chefs, qui s'est occupé de ce courrier. Monsieur, je désirerais vous informer sur des personnes peu scrupuleuses qui travaillent dans votre secteur. C'est le garage. Dans sa lettre, le Corbeau se plaint d'un garage spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Fraude multiple, virement à l'étranger, travail dissimulé. Les accusations sont graves. Comment des personnes qui sont RMistes peuvent posséder autant de biens? Et le cerveau, c'est lui qui possède les fonds. Il fait du tort à et profite indûment des aides de la société. Il est RMiste, mais roule en 4x4 et autres véhicules que je ne pourrai jamais me payer. J'espère que vous ferez sauter cette crapule et tous ces biens acquis de manière illicite. Merci. La plupart des lettres anonymes ne sont que des tissus de calomnies sans intérêt. Mais cette fois, le délateur donne une série de détails qui intriguent Thierry. Celui qui a écrit ce texte est bien renseigné. Elle est très précise. Il y a des noms, il y a le numéro de sirette d'une société, on parle d'argent, la personne semble bien connaître les protagonistes de la lettre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est certainement proche ou qu'il les connaît bien et que ce dont il parle doit être vrai. Pour en avoir le cœur net, Thierry se connecte au registre du commerce. Puis il cherche à identifier tous les salariés de la société. Et la surprise, la liste est vide. C'est comme ça, il n'y a aucune déclaration de fait. Et il y a des gens qui travaillent sur place? A priori, il y a des gens qui travaillent sur place. On parle d'un mécano là dans le courrier, on parle d'un mécanicien, on parle d'un autre, on parle de 2 personnes déjà. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui travaillent. Dans la foulée, Thierry vérifie le casier judiciaire de celui que la lettre présente comme le cerveau. L'homme aurait manifestement un lourd passif. Ah oui, enlèvement, séquestration, blanchiment, importation non autorisée de stupéfiants, recel, Très connu ce monsieur, violence volontaire avec menace d'une arme. Ah, il a un sacré pédigré. Même constat pour les 2 autres individus mentionnés dans la lettre. Quel que soit leur rôle exact dans la société, ce ne sont visiblement pas des enfants de cœur. C'est suffisant pour justifier une visite sur place. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-bas? Pour l'instant, des véhicules, le nombre de véhicules en vente ou pas, et surtout voir si effectivement, comme dans la lettre, il y a la présence d'ouvriers non déclarés. Voilà, faut que ce soit la base de départ et d'ores et déjà, on aura une infraction au travail dissimulé. Aux abords de l'entreprise, pas question de sortir de la voiture avec notre caméra. Vu le profil des suspects, Thierry ne veut prendre aucun risque. Heureusement, il va pouvoir s'installer dans un entrepôt situé à quelques dizaines de mètres en amont, de l'autre côté de la route. C'est là qu'il va établir sa planque. Avec son matériel photo, il espère pouvoir comprendre comment fonctionne l'établissement et surtout déterminer combien de personnes y travaillent. À peine installé, Thierry remarque un individu vêtu d'une combinaison de travail qui s'active autour d'une grosse cylindrée. Qui est cet homme? Mystère. Seule certitude, alors que le garage n'a officiellement aucun salarié, son attitude ressemble à s'y méprendre à celle d'un mécanicien. Quelqu'un qui soulève un capot de voiture, qui prend une clé et qui démonte une partie ou un élément d'un moteur. Le gars il est là pour travailler, surtout quand il a les mains bien noires. Il n'est pas là pour acheter une voiture. La suspicion de travail dissimulé se précise. Mais l'attention de Thierry est bientôt attirée par des clients qui s'intéressent aux voitures d'occasion. Curieusement, aucun vendeur ne se présente pour les conseiller. Et au bout d'un quart d'heure, ils repartent bredouille. C'est peut-être 10 000 € qui s'envolent,
Surtout à la période actuelle, où il n'y a pas beaucoup d'argent. Je pense qu'ils sont comme tout le monde. S'ils pouvaient vendre une voiture aujourd'hui, ça pourrait être intéressant pour eux. En tout cas, il n'y a pas tellement d'attitude du bon vendeur qui au moins observe un petit peu ce que les gens font sur le site et pour pouvoir préparer son discours. 2 des gérants présumés dénoncés dans la lettre étaient pourtant présents au même moment. Pourquoi n'ont-ils pas réagi à l'arrivée des clients ? Impossible de le savoir, mais la scène intrigue beaucoup notre enquêteur. Quelle que soit l'explication, il en sait assez pour prendre la lettre anonyme au sérieux. Travail dissimulé, trafic de voitures volées, chiffre d'affaires maquillé. À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles. Il va donc falloir les vérifier, une par une. Mais pour ça, Thierry va avoir besoin d'aide. Quelques jours plus tard, il se rend à la gendarmerie de Poitiers pour solliciter l'appui du GIR, le groupe interrégional, une unité spécialisée dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Elle réunit des gendarmes, des policiers, des enquêteurs financiers et même des douaniers. On a reçu une lettre anonyme qui nous parle d'un garage sur qui ferait du travail dissimulé tout simplement. Factures, chiffre d'affaires, relevés bancaires et même avis d'imposition. En France, le GIR est le seul service qui a accès à tous nos petits secrets, sans exception. Une force de frappe qui va permettre au major d'Alain et à ses hommes de découvrir la plus grosse escroquerie de l'année dans la région. Les enquêteurs du GIR ont récupéré auprès des banques tous les relevés de comptes des gérants. En les épluchant minutieusement, ils ont découvert qu'ils ont encaissé des sommes considérables, des sommes en grande partie non déclarées, auprès des organismes sociaux et du fisc. Une immense fraude. Tiens, tu viens voir, Christian ? Donc là, j'ai commencé à rentrer les comptes bancaires. Donc il y a pas mal d'argent qui rentre. On a quand même déjà des belles sommes. Alors voyons. On trouve déjà énormément de remises de chèques, des sommes rondes, des sommes relativement importantes qui vont de, en gros, 2 000 € jusqu'à 12 000 €, 3 400 €, 4 500, 1 000 €, 3 900, 3 800, 4 800, 4 000, et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Selon les enquêteurs, le détournement serait de 4 millions d'euros en 3 ans. Pour ne pas éveiller les soupçons, les gérants ont déclaré 10% de cette somme. Une escroquerie aussi énorme, c'est du jamais vu ici. En fait, ils dissimulent le chiffre d'affaires, ou autrement dit, les recettes de l'entreprise. Ils ne les déclarent pas aux finances publiques. Si l'affaire est exceptionnelle, c'est parce qu'elle réunirait fraude sociale et fiscale. Plus de 3 600 000 € n'auraient tout simplement pas été déclarés à l'URSSAF ni aux finances publiques. Et les suspects auraient en plus arnaqué le Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale en percevant le RSA. Des indices supplémentaires pour les hommes du GIR. Concernant, si on s'en tient à la dernière année 2011, à 10 000 € de revenus versés par Pôle emploi, alors que sur la même année, en février 2011, il a créé une entreprise individuelle de négoce de voitures. Il est propriétaire d'une maison. Il a acheté le terrain en 2010. D'accord. Pour un prix de, disons, qui avoisine 60 000 €. Et il a fait construire une maison dessus. D'accord. Indéniablement, les revenus connus et déclarés ne permettent pas d'assurer un enrichissement comme celui-là. Pour le parquet de Poitiers, les faits sont suffisamment graves pour ordonner sans attendre l'interpellation simultanée des suspects. Compte tenu du casier judiciaire des gérants et de leur passé criminel, notamment violence avec armes, les forces de l'ordre mobilisent plus de 110 personnes sur l'opération. Une première équipe se rend dans une zone pavillonnaire près de Poitiers pour procéder à l'arrestation du gérant de droit, c'est-à-dire le responsable officiel du garage. Dans le même temps, au cœur de la ville, une seconde unité d'élite doit interpeller d'autres suspects, parmi lesquels les 2 hommes soupçonnés d'être les vrais patrons du garage. L'un d'eux a déjà été condamné pour enlèvement, trafic de stupéfiants, blanchiment et violence volontaire avec armes. Ils sont donc considérés comme très dangereux. Les équipes se positionnent dans un silence total devant la porte de chaque domicile. Et à 6 heures précises du matin, l'heure légale,
L'assaut est donné. Le premier appartement, celui du suspect le plus violent, est défendu par une imposante porte blindée. Viens à droite. Allez. Viens à droite. Première chambre. Tu vois. Allez. Ok, on sort. Allez, on continue. Ça va, oui. Placard à gauche. Prof. Lève le truc. Ok. Ok, placard. Lève le truc. Placard. À l'intérieur, personne. En fait, l'individu recherché sera interpellé par une autre équipe un peu plus tard dans la journée. Non loin de là, au domicile de l'autre suspect considéré comme dangereux, les gendarmes vont avoir plus de chance. Allez, allez. À gauche. Restez couché, à terre. Au sol, tournez-vous. C'est comment votre nom, monsieur? Vous êtes le père? Ok, Seb. Cet homme est donc le père de l'individu recherché qui, lui, se trouve dans la pièce d'à côté. Une fois le suspect maîtrisé, les gendarmes tentent immédiatement de rassurer sa femme et ses enfants impressionnés par l'assaut. Madame, venez vous occuper des enfants. Venez. Oui. Mon père, il est là, il avait... D'accord. Est-ce que vous voulez... Ok. Votre mari vous expliquera, les enquêteurs aussi. Ne vous inquiétez pas, madame. Si vous voulez donner à manger ou à boire aux enfants, vous les emmenez dans la cuisine, il n'y a pas de souci. Ok, interpellé, sécurisé. 2 hommes, une femme, 2 enfants. Il y a le père de l'interpellé. Mais ce matin-là, c'est au domicile du gérant de droit, considéré comme l'homme de paille de l'arnaque supposée, que les gendarmes vont faire leur plus belle prise. Comme tous les individus interpellés ce matin-là, le gérant est aussitôt placé en garde à vue. Sa femme qui doit être dans les chemins. Ouais. Donc il est 6h, vous êtes passé en garde à vue pour le motif suivant, travail dissimulé. Ouais, tu vas avec. Alors on va vous expliquer tout ça. Ce sont les motifs qui nous permettent de vous placer en garde à vue. Ça vous procure des droits. Vous avez droit à prévenir un membre de votre famille. Vous êtes accompagné ici? Oui, à ma femme. Donc on va prévenir votre épouse. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat. Vous souhaiterez un avocat? Oui. Vous allez y réfléchir. On va remplir un imprimé ensemble. Donc vous aurez droit au cours de vos auditions de faire des déclarations, de vous taire. Et souhaitez-vous un examen médical? Non. Non? Si on peut vous permettre, on s'installe pour écrire. L'homme n'oppose pas de résistance et ne manifeste aucune colère. Il est sous le choc. La surprise est totale. Signez par ici, s'il vous plaît. Signez ici. Une fois la garde à vue notifiée, la perquisition du domicile peut commencer. C'est le major Dalin lui-même qui supervise l'opération. Il y a votre sacoche quelque part là? C'est à vous ça? Non, on va regarder dedans. Une fouille méthodique commence sous les yeux du gérant et de sa femme, de plus en plus inquiète. On est pas des criminels. Mais il carré pas les c'est bon. Vous avez les coordonnées de votre avocat? Son mari réussit à la calmer, mais le travail des enquêteurs du GIR le met lui aussi de plus en plus mal à l'aise. Ça ne mange pas si je mange. Pardon? Ça ne mange pas si je mange. Si vous mangez? Non, si je mange. Oui, effectivement, vous transpirez. Qu'est-ce que vous avez? Je me... Vous voulez prendre quelque chose? Sur le canapé. Oui, vous pouvez vous allonger si vous voulez, mais oui. À peine allongé, le suspect est sommé de se relever. L'un des gendarmes vient de faire une découverte très compromettante. Venez là, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon? D'accord. Tiroir. C'est pas. Il y a combien dedans? Sur cette enveloppe remplie de liquide, des numéros d'immatriculation qui correspondent à des ventes de véhicules, probablement non déclarés. Le décompte commence immédiatement devant le suspect, qui semble en pleine crise d'angoisse.
Bilan, plus de 7 900 € en petites coupures. Les enquêteurs pensent que cette somme correspond aux commissions touchées par le gérant pour sa complicité dans l'arnaque. Il va devoir s'expliquer sur la présence d'un tel pactole chez lui, car ce n'est pas fini. Didier, deux autres enveloppes là, avec des espèces. Au total, les économies du suspect s'élèvent à 11 700 €. Une pièce à conviction qui vient s'ajouter à tous les autres documents saisis. Bulletin de paie, assurance, déclaration du Pôle emploi, feuille d'impôt, passeport et même des preuves de transfert de fonds réguliers à destination du Maroc. On va juste regarder dans les pièces, là, les chambres, tout ça. Après on va dehors et après on s'occupe des véhicules. Les enquêteurs se dirigent maintenant vers le bureau pour y saisir l'ordinateur du suspect. Un suspect qui commence à peine à reprendre ses esprits, mais qui n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. T'as vu là où ça va aller? Ils sont volés mes véhicules? Non, c'est pas ça. Comment ça se révole? Là, escroquerie, ça veut dire que bon, il y a eu des problèmes sur les véhicules vendus. La plus grosse partie, c'est le travail légal, c'est-à-dire le fait de ne pas déclarer tout son chiffre d'affaires. Et il y a un problème aussi de salariés non déclarés. C'est pas mon salarié, donc c'est pas le vôtre? Non, c'est pas le mien. Il est à qui alors? Bah, on verra ça par la suite. Ah, d'accord. D'accord. Je crois que c'est ça. Si le suspect paraît avoir retrouvé sa décontraction, il n'a absolument pas conscience de ce qu'il risque. À ses yeux, les faits reprochés ne sont que des broutilles. Il ne va pas tarder à déchanter. Car la journée ne fait que commencer. Pendant que ses complices sont entendus à la gendarmerie, le gérant est emmené par les enquêteurs du GIR pour assister à la perquisition du garage. On va voir ce qu'on va trouver comme papier là-bas, comment c'est organisé là-bas déjà. Mais bon, mon avis là, ce qu'il avait là, c'est plus son activité occulte, c'est-à-dire ce qui passe pas vraiment par le garage, quoi. Si les enveloppes remplies de liquide renforcent la présomption de fraude, elles ne prouvent rien. Le GIR doit encore vérifier que cet argent provient de ventes de véhicules non déclarés. C'est pour ça qu'il doit saisir tous les documents administratifs du garage. Il faut juste voir dans le garage ce qu'il y a pour sûr qu'il n'y ait pas de rien. Il va falloir voir s'il n'y a pas quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans? Personne qui dort dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Et pas le mécano qui dormait dedans là? Bah, pendant un temps, il dormait. Le gérant ne cherche même pas à nier. Grâce à leur planque, les gendarmes savent que le mécano non déclaré dort régulièrement sur place. Ce matin, il n'est donc pas là. En revanche, une autre surprise les attend. Donc, les bureaux d'abord. Les bureaux. Juste devant les bureaux, deux splendides scooters des mers d'une valeur de 16 000 €. Selon le gérant, ils appartiennent à ses complices présumés. De bien jolis jouets pour des allocataires du RSA. On va vérifier ça. Dans le bureau, les enquêteurs vont tout rafler, ordinateur compris. Mais le gros morceau de la journée, c'est la saisie des véhicules qui s'organisent déjà à l'extérieur. On avait envisagé 80-90 et on est sur pratiquement 100 voitures. Donc là, on va faire maintenant le travail de recensement officiel, retrouver les cartes grises, les clés et les numéroter. Mais avant de saisir les voitures, les gendarmes doivent vérifier qu'elles n'ont pas été volées ou trafiquées, puis qu'elles sont bien en état de rouler. Dernière vérification indispensable avant d'évacuer les véhicules, la détection éventuelle de produits stupéfiants. Comme deux des complices présumés ont déjà été mêlés à des affaires de drogue, les enquêteurs ne veulent rien laisser au hasard. Allez, monte. Ok, monte. La recherche de stupéfiants ne donne rien, même dans les locaux. Dehors, la saisie se termine par le placement des voitures sous scellé. Si les prévenus sont reconnus coupables, elles seront confisquées, puis revendues aux enchères. Perte sèche pour le gérant et ses complices présumés, 327 000 € pour l'ensemble du parc. Je sais pas s'il va tenir. Tu colles au pare-brise là, puis. Voilà, allez, zou, circulez. Une perspective qui semble donner des sueurs froides aux suspects.
Le truc comme ça dure combien de temps? Pardon? Ça dure combien de temps dans le truc comme ça? 6 mois, 8 mois. 6 mois? Ouais, c'est ça, ouais. Il dure tout dans 6 mois, quoi. Les voitures? Ouais. Si vous les récupérez? Il y a eu des gens qui ont fait pire que ça. Ils les ont récupérés. Justice, après nous ça ne nous concerne pas. Nous on fait notre travail. Nous c'est notre domaine, c'est ça. Après c'est le procureur de la République qui va décider des suites à donner. Nous après ça ne nous concerne plus. La tension monte encore d'un cran lorsque le suspect apprend l'arrivée du procureur sur le site. Oh, écoute, c'est là qu'on te dit, tu me filmes pas moi. Je filme. La présence du procureur prouve que l'affaire est importante. Il a demandé à entendre le suspect sans attendre. Et ça n'est pas bon signe. C'est ça la comptable, monsieur? Les documents là, c'est quoi? C'est les déclarations de cession. Déclarations de cession? Et vous faites vous avez un registre de police? Oui. Il est à jour? Non. Ah, et voilà. Ça commence bien. Si vous le tenez, pourquoi vous ne le tenez pas à jour? J'ai été débordé. Vous n'êtes pas débordé par les déclarations fiscales? Je pense pas. Après 10 mois d'enquête, certains points restent à éclaircir, et notamment la fonction exacte des protagonistes. Il est jamais là, il vient pas là ici, sur le parc. Très rarement. Il vient pas sur le parc non plus. Rarement aussi. Et quand il vient, qui c'est qui commande? C'est lui ou c'est vous? Vous savez très bien pourquoi vous connaissez que c'est très bien. Moi je commande rien moi ici. Ah, voilà. Je commande rien moi ici. Donc c'est bien ce que je dis, ils sont gérants, ils sont autant gérants que vous quoi. C'est ça. Et c'est eux qui commandent un peu la boutique quoi. Fais ci, fais ça, vends comme ci, vends comme ça, donne-moi les sous, me donne pas les sous. Ça ils doivent pas le dire souvent ça. C'est plutôt donne-moi les sous, à mon avis. Ils doivent surveiller la caisse tout ça, non? Ils doivent avoir l'œil quand même. Parce que on a trouvé un fusil à pompe à canoncier quand même. Alors, je sais pas, oui. Ça fait bizarre pour un gérant d'un associé de vente de voitures. Ouais, un fusil à pompe à canoncier, ouais. Et quand les gens viennent et qu'ils achètent une voiture et qu'ils vous payent en liquide, vous mettez tout sur le compte ou il y en a un petit peu qui reste un peu? Ah, vous investissez en liquide, vous achetez des voitures en liquide. D'accord, vous les vendez en liquide, mais vous ne gardez pas d'argent liquide avec vous? Si, un peu quand même, là, parce qu'on en a retrouvé. Bah oui, très peu, mais enfin quand même, chez vous, on a retrouvé 11 000 €, vous dites c'est très peu ça. Pour vous, c'est très peu, alors qu'est-ce que ça doit être? C'est beaucoup alors. Ce jeu du chat et de la souris dure de longues minutes. Le suspect ne semble toujours pas réaliser les risques qu'il a pris en acceptant d'être le gérant de droit de l'affaire. Et le procureur prend un malin plaisir à les lui rappeler. Le chiffre d'affaires 2013, 699 822 €. Ça marche pas mal quand même. Ça c'est ce qu'on retrouve sur votre compte bancaire de gérant de... Et je crois pas que vous avez déclaré tout ça. On va regarder de toute façon vos déclarations de tout ça. Ça fait beaucoup de chiffres d'affaires pas déclarés, ça ressemble à du travail dissimulé quoi. Si on dissimule un dixième ou un vingtième des recettes, bon, mais quand on en dissimule les 2/3 ou les 3/4, là ça devient du travail dissimulé, monsieur. Et c'est le gérant, donc c'est vous qui signez les déclarations, c'est vous qui êtes le responsable juridique, donc c'est à vous qu'on s'adresse. Faites attention parce que c'est vous le gérant, c'est sur vous que c'est vous le numéro 1 dans le truc. Le procureur est arrivé à ses fins. Le suspect est complètement déstabilisé. Il est prêt pour être interrogé par les gendarmes. Je vais prolonger votre garde à vue de 24 heures. Et puis voilà, vous allez vous expliquer avec les gendarmes. Les auditions commencent pour le gérant et ses acolytes. Leur magouille présumée pour échapper aux taxes et à l'impôt risque de leur coûter cher, jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Sans compter la confiscation de toutes les voitures, ainsi que de l'argent trouvé chez eux et sur leur compte bancaire. Des peines auxquelles viendraient s'ajouter les remboursements et les pénalités fixées par les finances publiques et les organismes sociaux qu'ils auraient arnaqués. L'affaire est toujours en cours. Les suspects seront prochainement jugés au tribunal de Poitiers. Des fraudeurs sans limite et sans scrupules. Certains d'entre eux
opère parfois dans des endroits improbables, à l'abri des regards. Nous sommes dans une commune rurale, non loin d'Angers, dans l'ouest de la France. Dans ce village, une église, un bistrot, et pas très loin, une gendarmerie qui en ce moment enquête sur une affaire insolite. Ce 19 juin, un homme est convoqué pour une histoire de bois de chauffage. Comment allez-vous? Ça va? Allez-y, venez. Allez-y. Les gendarmes soupçonnent ce quinquagénaire de livrer des tonnes de bois en toute illégalité, alors qu'il affirme être au chômage depuis des années. Des gendarmes attentionnés et souriants. L'homme est loin d'imaginer ce qui l'attend. Sa journée va d'ailleurs très mal commencer. Je vais vous placer en garde à vue, de manière à ce que vous puissiez bénéficier de vos droits. Cette mesure de garde à vue est d'une durée minimale de 24 heures. Et sur décision du magistrat, elle peut être prolongée d'une nouvelle durée de 24 heures. Une convocation qui débouche sur une garde à vue. L'homme n'en revient pas, mais ne bronche pas. Aurait-il quelque chose à se reprocher? Malgré une certaine décontraction, il s'agit d'une affaire hors norme pour cette petite gendarmerie qui a décidé de mettre le paquet. Un étage plus bas, briefing, digne d'une chasse à l'homme, alors qu'il s'agit au départ d'une vente de bois de chauffage. On est quasi sûr que les perquisitions vont être très longues et qu'on aura éventuellement un début d'audition, pas avant 16h30, 17h. C'est d'après ce qu'on... Dans l'assistance, 2 officiers en civil. Ce sont des spécialistes de la lutte contre le travail illégal et les fraudes. Allez, c'est parti. C'est le gendarme Bertrand qui va coordonner les opérations sur le terrain. On va se transporter à son domicile pour effectuer les perquisitions et saisies, donc ça va durer pendant quelques heures. Oui, c'est pour les infractions de travail illégal. Donc il y a faux et usage de faux, falsification de chèques et blanchiment d'argent. Le domicile du suspect est situé à quelques kilomètres de là. Les gendarmes s'attendent à une journée particulièrement compliquée, car pour l'instant, l'homme n'est pas bavard. C'est quelqu'un, comme on l'imaginait, assez pointilleux, et qui réfléchit beaucoup avant de parler, avant de signer. Et je pense qu'il devine aussi les raisons pour lesquelles il était convoqué. Le suspect habite la ferme familiale de ses parents, en rase campagne. Là, on va se mettre là. Vous pouvez nous présenter un peu votre installation? Des enquêteurs du GIR, cette fameuse brigade spécialisée dans la fraude, sont déjà sur place. Et ils vont aller de surprise en surprise. En un coup d'œil, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un petit vendeur à la sauvette, mais bien à un professionnel suspecté de fraude à grande échelle. Le bois, quand il arrive, vous le stockez là, derrière. Vous le passez à la fondeuse, à la scie. Et ensuite, vous le stockez ou vous le livrez directement. Des montagnes de bois, des tracteurs, une scie mécanique. Dans la cour de la ferme, il y a tout l'attirail pour vendre des bûches non pas sous le manteau, mais en quantité industrielle. C'est une installation technique digne d'un professionnel, quoi. Et non pas d'une simple personne qui pourrait couper son petit bois, son petit tas de bois pour l'hiver, quoi. D'ailleurs, les stocks présents, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Voilà. C'est bien un professionnel qui devrait déclarer son activité en tant que tel. Pour un homme qui a toujours affirmé être au chômage, il y a comme un petit problème. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le matériel agricole est mis sous scellé et confisqué. Valeur des biens, 50 000 €. Là, il faut un porte-char pour emmener une pelle. Un tracteur, c'est pareil. On ne peut pas l'enlever avec un simple fourgon de dépannage qui enlèverait un véhicule léger, donc il nous faut des moyens lourds. D'après les gendarmes, l'homme vendrait illégalement du bois depuis 3 ans, ce qui lui aurait déjà rapporté pas moins de 300 000 €. Des sommes astronomiques dont l'URSSAF et les impôts n'ont pas la moindre trace. Plus surprenant, durant leurs investigations, les gendarmes ont constaté d'importants mouvements de fonds sur les comptes en banque du suspect, alors qu'officiellement, l'homme ne travaille pas. Mais ce qui les intéresse dans l'immédiat, ce sont surtout de grosses sommes en liquide que l'escroc supposé
dissimulerait chez lui. Le suspect ne le sait pas encore, mais il va passer un très mauvais quart d'heure. Car les gendarmes s'apprêtent à fouiller sa maison de fond en comble pour, il l'espère, mettre la main sur des centaines de milliers d'euros en liquide. Venez par ici, s'il vous plaît. La chambre de vos parents, c'est laquelle, monsieur? À gauche, là. La première à gauche, hein? Et la vôtre? Pour cela, les gendarmes ont une arme fatale, Falco, un chien renifleur de billets. Vous avez trouvé quelque chose, hein? Non, je regarde, je vérifie s'il n'y a pas de l'argent qui... Vous avez de l'argent, monsieur? Cachez là. En quelques secondes, Falco déniche une enveloppe bourrée de billets. Donc le chien a découvert, hein, l'argent c'est ce qu'on cherche, il a sa petite récompense. Voilà, donc ça je laisse, l'enquêteur il est là, c'est dans l'enveloppe qui était ici, posée ici. Donc le chien il est habitué à chercher tout ce qui est drogue et argent, et une fois que le chien nous le découvre, eh ben, on lui donne sa récompense parce qu'il a bien travaillé. Et bon là il n'a pas fini, donc on est reparti. Falco ne tient pas en place, surexcité par l'odeur de l'argent. Voilà, très bien. Falco, Falco. Là, vous pouvez venir voir là. C'était sous le lit. Ah ouais. Sous le lit, ça appartient à qui? Pour ses parents. C'est aux parents ça? Ah bah oui, j'ai montré. L'homme affirme que cette deuxième enveloppe appartient à ses parents. En tout cas, elle est nettement plus épaisse que la première. Monsieur dit que c'est à ses parents, non? Bon, là, on demandera. Voilà. Les parents sont en audition actuellement, ils sont entendus en qualité de témoins, hein, tout simplement parce que, interrogés sur la présence d'espèces dans leur chambre, ils nous disent non. Nous, il y a juste un petit peu d'espèces dans l'armoire, à tel endroit, mais pas sous le matelas du lit. En moins de 5 minutes, les gendarmes trouvent 1 900 € en liquide. C'est peu. Il y a donc quelque chose qui cloche. En fouillant dans les papiers du suspect, un document va les mettre sur une piste. Visiblement, il s'agit de comptabilité de deniers personnels, avec des petits feuillets très intéressants sur lesquels il fait le total de son épargne. Il parle d'un placement d'assurance vie à hauteur de 400 000 €. Et on a en plus, bien sûr, 300 000 € en espèces. C'est la ligne qui se trouve juste en dessous de celle des 400 000 en assurance vie. Donc là, on cherche 300 000 € en espèces. 300 000 € en liquide. Problème, le suspect refuse toujours de dire où se trouve son magot. Du coup, les gendarmes décident de mettre les bouchées doubles et de passer toute l'exploitation agricole au peigne fin. Tous les recoins peuvent être bons pour simuler. Après plusieurs heures de recherche, ils finissent par tomber sur une grosse glacière cachée dans une remise. Dans la glacière, pas de produits frais, mais des documents administratifs, des carnets manuscrits et des relevés d'imposition. Un drôle d'endroit pour entasser ce genre de papier. Cette fois-ci, l'étau se resserre vraiment sur le fraudeur. Précisément, ce sont des dates, des horaires, des noms et des quantités de bois livrés, tout ça. Ou des heures. Ou des heures des gens qui ont travaillé pour lui. Donc une fois que vous aurez épluché tout ça, vous saurez... On aura une grosse peut-être partie de son activité, ouais. Mais ça justifie qu'il y avait une grosse activité déjà. Problème. Ces carnets sont une mine d'or pour les enquêteurs, mais toujours pas de traces du fameux pactole estimé à 300 000 €. Dans la maison, un autre document a attiré la curiosité des enquêteurs, un document pour le moins surprenant. Voilà, c'est tout un lexique qu'il a photocopié. Il a la documentation juridique à domicile. Donc c'est quelqu'un qui s'est au moins renseigné sur le fait de savoir s'il pouvait ou non placer des fonds à l'étranger et quels risques il encourait. Ce lexique est un véritable mode d'emploi de l'évasion fiscale. La présence d'un tel document dans une modeste ferme, c'est un indice accablant pour le suspect. Il va maintenant falloir déterminer si ce dernier a bien transféré cet argent à l'étranger. On n'a pas le pays concerné, mais ça va valoir le coup de faire des vérifications pour voir un peu déjà où est-ce qu'il a déjà voyagé à ce moment-là, voir si on ne trouve pas un compte bancaire à l'étranger. À ce jour, les fameux 300 000 € en liquide restent introuvables. Mais la perquisition est quand même un succès. En quelques heures, les enquêteurs ont en effet réussi à rassembler un maximum de preuves et d'indices. Mais le suspect risque d'avoir encore quelques sueurs froides,
Car avant de regagner la gendarmerie, les enquêteurs décident de faire un crochet par un endroit bien précis. Il s'agit du soi-disant siège de la société de vente de bois du suspect qu'il vient tout juste de déclarer. Des locaux flambant neufs selon lui. Enfin, pas tout à fait. C'est bien ici le siège de la SAS. Des plâtres encore frais, des pots de peinture. Il y a même une douche et un coin cuisine. À l'évidence, nous ne sommes pas au siège d'une société. Ça ressemble plus à un T2 qu'à des locaux commerciaux, monsieur. Donc, depuis 2 mois, c'est votre siège social. Oui. Face à la mauvaise foi du suspect, l'enquêteur commence à perdre patience. C'est tout, sauf des locaux commerciaux. C'est un... Bon, c'est social en plus, comme mon habitation. Ah, d'accord. Acculé, le suspect vient de reconnaître qu'il comptait installer le siège de sa société dans son futur logement. Ce n'est pas une infraction. Mais pour le reste, il va devoir rendre des comptes. Retour à la gendarmerie. Vous n'avez pas besoin de vous restaurer un petit peu, boire un verre, non? Non? Ça va. Okay, je pense que Placé en cellule, sa garde à vue doit prendre fin le lendemain matin. Une fois remis en liberté, l'homme sera convoqué prochainement par la justice. Il risque 5 ans de prison et 45 000 € d'amende pour travail dissimulé et blanchiment. Fraudeurs des villes, fraudeurs des champs, les forces de l'ordre sont sur tous les fronts et sur tout le territoire, avec un secteur en permanence dans leur viseur, celui de la restauration. Nous sommes au commissariat du Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne. Au milieu de ces policiers, Didier, un inspecteur du travail. Voilà, donc celui-là il est intéressant par contre. En poste depuis 30 ans dans la région, vous allez voir que ces journées sont particulièrement chargées. Il est 18h, branle-bas de combat dans la cour du commissariat. Didier a prévu de contrôler dans le même quartier des dizaines de restaurants et fast-food. Les forces de l'ordre sont en tenue anti-émeute, car ce type d'opération peut aujourd'hui dégénérer. On va faire des types d'établissements dans des endroits dits sensibles, donc il faut mieux prévoir, de façon à ce que le contrôle se passe sereinement. Donc il y a toujours beaucoup d'effectifs, ça permet de stabiliser les lieux, de calmer les esprits, et donc nous on va pouvoir travailler sereinement sur le contrôle. Pour cette mission sur le terrain, les cibles ont été repérées à l'avance. Pizzeria, sandwicherie et bar de nuit, ces établissements sont situés dans un même périmètre. Il faut faire vite, car la rumeur risque de se propager dès le premier contrôle. Or, tous les fraudeurs le savent, il suffit de fermer le rideau pour échapper aux inspecteurs. La priorité, c'est de rentrer vite et de voir le plus vite possible qui travaille. Et cette course contre la montre démarre toujours de la même façon. Bonsoir. Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour. Vous avez des papiers? Papier? La technique de Didier et de ses collègues est bien rodée. Leur priorité, empêcher tout le monde de partir. Monsieur, s'il vous plaît, vous restez avec nous, voilà. Puis interroger à chaud tous les employés présents. Travailler une semaine. Une semaine? Vous avez été payé comment, monsieur? En espèces. Et enfin, comparer chaque situation avec les déclarations officielles répertoriées dans les bases informatiques de l'URSSAF. Non, ça, je sais pas qui c'est, mais c'est pas un des trois. C'est une sorte de truc qui n'a rien à voir avec les gars qui sont là. Lui, il travaille. Ces coups de filet ont toujours lieu en plein rush. C'est la garantie de pouvoir constater un maximum d'infractions. Et chaque fois, le bilan est le même, un succès à 100%. Ce soir, Didier va même avoir une surprise. Une fraude rarissime, caractéristique du culot de certains patrons. Dans le premier établissement contrôlé, l'audition des 3 employés met immédiatement Didier sur la piste d'une fraude multiple. Vous allez finir à quelle heure? Je finis 10h moins 15 minutes, fini. D'accord, donc 21h45. Ça m'étonnerait ça. Il est déjà 23h. Vous êtes encore au travail. 2h du matin. Ah, c'est pas bien compris. Ah oui, d'accord. Vous avez un titre de séjour ou pas? En cours. C'est en cours, donc vous n'en avez pas pour l'instant. 2 des 3 employés n'ont pas le droit de travailler.
Et ils font manifestement beaucoup plus d'heures que ce que leur patronne a déclaré. Mais elle n'est pas là, et c'est son beau-frère qui répond aux questions de Didier. Il est très remonté. Pour un salarié, si vous devez les déclarer à temps plein, les heures qu'il travaille, ça c'est énorme. Moi je vous le dis. Donc c'est quoi la solution? C'est pas les déclarer? Non, il y a des heures qui sont déclarées. C'est tous les 3 mois qu'il les fait. C'est déclaré en partie. En partie, il y a des heures qui sont déclarées. Voilà. Et les autres, on les déclare pas. Vous comprenez bien que c'est illégal quand même. Nous, une petite boîte comme ça, bien sûr qu'on va pas tout déclarer, c'est impossible. Impossible. On déclare tout, demain on met la clé sous la porte et on rentre chez nous. Écoutez, vous avez des confrères qui arrivent à déclarer le personnel, à travailler et déclarer le personnel. Je vous mets un défi de me ramener n'importe qui déclare tous ses salariés à 100%. Dans les petites et vous estimez à combien le ratio de déclaration ici, monsieur? Moi je vous dis, ça veut dire les gens déclarés, pas déclarés. Ouais. Moi je vous dirais, déclaré peut-être entre 60 et 70, il y a 30-40 qui n'est pas déclaré. En moins d'une heure, Didier recense une cascade d'infractions devant le beau-frère, de plus en plus énervé. Mais l'inspecteur du travail n'est pas dupe. Tout est bon, on va mentir sur la réalité de l'emploi, sur le temps de travail, sur le fait qu'ils ont été déclarés, sur le fait qu'ils sont en règle au niveau administratif. Voilà, donc tous les coups sont bons. Mais l'heure tourne, il faut passer au contrôle suivant. Un snack équipé d'une salle vidéo. Ici, les problèmes constatés sont les mêmes. Au moins un cuisinier sans papier non déclaré. Mais une chose inquiète Didier. Cette fois, le cortège de policiers a été repéré. Il ne faut pas traîner, sinon il risque de se retrouver devant des rideaux fermés. Nouvelle étape dans une sandwicherie. Et une fois de plus, les mêmes infractions. 3 cuisiniers sans papier, plus un employé non déclaré. Agacé, le gérant reconnaît les faits spontanément. Après, c'est pas Ils ne sont pas déclarés. À chaque fois, Didier ne peut que constater les infractions. Mais la présence des policiers permet d'appliquer les sanctions sans attendre. Fermeture immédiate de l'établissement et placement en garde à vue du fraudeur. Premier bilan de la soirée, déjà 3 contrôles, tous positifs. Il est temps de passer au dernier, ce grand fast-food. Didier et ses collègues s'attendent à y trouver une situation similaire. Et pourtant, ce qu'ils vont découvrir est plutôt inédit. Dans un premier temps, Didier constate une fois de plus les mêmes infractions. Ni les cuisiniers, ni l'employé ne possèdent de papier d'identité. Et ils ne sont déclarés nulle part. Didier demande aussitôt des explications au gérant. Bon, il y a un petit problème, monsieur. Il n'y a aucun des 3 qui sont au travail qui porte ce nom-là et aucun qui ressemble à la pièce d'identité que vous me présentez. Donc, c'est pas la pièce d'identité d'un de vos salariés, ça. Le patron plaide non coupable et joue la carte de la mauvaise foi. Mais en voulant trop en faire, il va commettre une grave erreur. Ouais, j'ai fait une formalité avec le comptable. Ouais, c'était un petit peu tardif. Parce qu'en fait, qu'il apparaît sous... Oui, mais sauf que sur votre cabis, monsieur, il n'est pas fait mention d'un établissement sur Cachan. Oui, j'ai fait la loi. Didier n'en revient pas. Cette fois, c'est l'établissement tout entier qui n'est pas déclaré. Ce ne sont plus seulement les employés qui sont clandestins, mais le fast-food lui-même. Pour essayer de s'en sortir, le gérant n'hésite pas à faire porter le chapeau à son comptable. Après, ça, je vais vous dire, c'est notre comptable. On a eu des vraies lacunes avec lui et on lui a fait savoir. Peine perdue. L'escroquerie est tellement énorme que le tricheur n'a aucune chance de s'en tirer. Mais il tente de sauver la face devant ses clients. On n'a pas ouvert une baraque, on a ouvert un restaurant. Oui, mais il faut l'ouvrir en règle. On l'a ouvert en règle. Le gérant est aussitôt placé en garde à vue, puis emmené par les policiers. Et dans la foulée, son restaurant clandestin est fermé au public. En résumé, c'est un établissement complètement clandestin dans le département, avec du personnel non déclaré. Fin de soirée pour cet inspecteur du travail. C'est maintenant la police qui prend le relais. Exploitation illégale d'un restaurant, emploi de salariés clandestins, dissimulation d'heures travaillées. Le sentiment d'impunité de ce fraudeur risque de lui coûter cher. Jusqu'à 5 ans de prison ferme, des dizaines de milliers d'euros d'amende et la saisie de la totalité de son fast-food. Depuis quelques années, les infractions au code du travail explosent.
1 Français sur 3 affirme même avoir déjà été employé au noir. Parfois, certains n'ont pas le choix. Nous sommes aux portes de Paris, aux abords d'une célèbre enseigne de bricolage destinée aux professionnels du bâtiment. Sur le parking, un étrange va-et-vient. Il s'agit de travailleurs au noir, pour la plupart clandestins. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils ont une chance de trouver un travail non déclaré. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce lieu est en fait devenu un point de recrutement pour les spécialistes du bâtiment qui ont rapidement besoin de main-d'œuvre. Une activité illégale et aux yeux de tous. Nous décidons de nous faire passer pour un maçon à la recherche d'un travail. Nous engageons la conversation avec un de ces travailleurs. Nous filmons en caméra cachée. Ouais, excusez-moi frère, on m'a dit si je peux trouver du travail. Hein? Ça se passe comment? Ils s'arrêtent là et... Ouais, ils demandent, ouais. Des sociétés privées plutôt. De la plomberie et puis de l'électricité. Car les voitures, ils demandent ce qui veut travailler. Tu fais quoi toi? Moi, je suis maçon, je fais un peu de tout quoi. C'est bien payé ou pas? Ouais, c'est bien payé. C'est combien, tu sais? Bon, ça dépend de l'heure que tu vas faire avec eux. Dans la journée, si c'est bien, tu payes à 80 80 € une journée de travail. Cette main-d'œuvre bon marché est une aubaine pour les entreprises. Au bout d'une demi-heure, une camionnette fait son apparition. Plusieurs travailleurs clandestins s'agglutinent autour de 2 hommes, apparemment des recruteurs. Un bref échange de numéros et le tour est joué. Les recruteurs véreux ne perdent pas de temps, ils savent qu'ils prennent des risques. Ici, en effet, les descentes de police sont fréquentes et pas toujours efficaces. Car une fois les forces de l'ordre parties, le petit manège recommence. Dans le bâtiment, le besoin de manœuvre est permanent, ce qui a donné des idées aux fraudeurs. Nous retrouvons Didier, l'inspecteur du travail, dans un autre commissariat de la région parisienne. Ce matin, avec une dizaine de policiers, il prépare une opération coup de poing. Vous allez comprendre pourquoi sa présence, une fois de plus, est essentielle. Il y a 3 bâtiments. En fait, il y a un ensemble de 12 bâtiments, mais il y en a 3 qui sont actuellement qui nous intéressent. Les policiers autour de lui font partie d'une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la fraude. Leur cible, un chantier de ravalement d'immeubles dans une cité. Donc, ce qu'il faut faire quand on arrive, c'est faire descendre tout le monde à terre, sans monter sur l'échafaudage, parce que c'est toujours un peu délicat. Faire descendre tout le monde à terre et tous les regrouper au même point à l'entrée ici. Le patron du chantier est soupçonné d'avoir monté un nouveau type d'arnaque pour contourner le code du travail. Didier, l'inspecteur du travail, sait comment le coincer. On y va! Sur place, s'il y a des travailleurs non déclarés, ils risquent de prendre la fuite en voyant débarquer les forces de l'ordre. L'effet de surprise est donc essentiel. On est là! Il y en a par là! Il y en a là, derrière! Sur le terrain, première difficulté, les policiers ne connaissent pas le nombre exact d'ouvriers. Posez votre matériel. Je te le retiens. Ouais. Ok, merci. Une mauvaise coordination, quelques secondes d'hésitation et le coup de filet peut se solder par un échec. Posez vos affaires, monsieur. Posez vos affaires. Posez par terre. Quelques minutes plus tard, les policiers ont identifié 2 ouvriers africains responsables des échafaudages, plus 12 Polonais chargés du ravalement lui-même. Ce sont eux qui les intéressent. Il faut maintenant déterminer qui est leur chef de chantier. Châtelain. Vous pouvez me traduire s'il vous plaît? Elle est où? Ça va, là-bas. Versez. Où là-bas? Venez avec moi? Allez, on y va. Mais la tâche est compliquée, car personne ne parle français.
Comme ça? Ouais. C'est votre prénom ça ou c'est votre nom? First name or name? Habitué à ce cas de figure, Didier finit par trouver le chef de chantier. Ok, bah on va aller jusqu'à votre bureau, monsieur. Vous avez 12 gars, mais tous de votre société. Vous n'avez pas de sous-traitant à vous pour la peinture. Pour l'instant, on identifie les entreprises intervenantes. On a une entreprise principale qui est identifiée. On va aller avec monsieur à son bureau pour voir les documents administratifs qu'il peut nous présenter. Et on fera ensuite la vérification de la situation auprès d'URSSAF. Ok, on y va, monsieur? Bon. Direction le local technique qui sert de salle de repos aux employés pendant toute la durée du chantier. D'accord, d'accord. Bon, ah bah voilà, il y a une table. Allez, montrez-nous ce que vous avez comme document, monsieur. Didier et ses collègues policiers se plongent immédiatement dans les dossiers. Et rapidement, ils découvrent que les ouvriers interpellés ne travaillent pas directement pour la société française responsable du ravalement, mais pour un sous-traitant polonais. Vous avez un sous-traitant, monsieur, qui vient de Pologne? Car depuis peu, une nouvelle arnaque a fait son apparition. Une arnaque pointée du doigt dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Pour leur chantier en France, beaucoup de patrons font désormais appel à des sous-traitants basés dans l'Union européenne, en Pologne notamment, ou dans des pays voisins. Cette pratique est légale, à condition de payer les cotisations sociales en France et de déclarer les ouvriers. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces sociétés seraient en fait des entreprises fictives, de véritables coquilles vides, sans activité réelle. Cela permet aux patrons d'avoir des ouvriers payés au rabais sans payer la moindre cotisation sociale en France, et ça, c'est interdit. Vous êtes sûr que c'est monsieur la société, que l'employeur de tous les gens qui sont sur le chantier, vous êtes sûr? Vous travaillez pour quelle société, monsieur? Ça, c'est votre société. D'accord, bon, on va vérifier ça de toute façon. Pour en savoir plus, les policiers décident de convoquer le patron qui aurait fait appel à ce soi-disant sous-traitant polonais. Oui, si on leur demande à un, peut-être qu'on va voir le nom de la boîte. Le patron, c'est le patron qui a fait? Oui, ils en ont le patron. Et ils ont un... Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, c'est la police. C'est la police. Vous êtes le gérant de la société? Autre signe qui ne trompe pas, après les réticences du chef de chantier, c'est au tour du patron de tenter de passer entre les mailles du filet. Oui, j'ai bien compris, mais il faut venir vraiment très vite, d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, je vous dis, vous êtes actuellement, on est sur un contrôle de chantier. Si vous ne venez pas, nous, on viendra vous chercher, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que vous voulez venir ou est-ce qu'on vient vous chercher? Ah oui, d'accord. Tout à fait, mais c'est urgent, monsieur. Là, c'est très urgent. Voilà, monsieur, je vous attends alors. Merci. Une heure plus tard, le patron responsable du chantier se présente enfin à l'entrée de la résidence. Devant les ouvriers, il tente de faire bonne figure. Mais ce contrôle surprise l'inquiète, et il y a de quoi. Les policiers lui annoncent la couleur d'entrée de jeu. On va vous placer en garde à vue dans le cadre de cette procédure. On vous posera des questions, on écoutera ce que vous aurez à nous dire. D'accord. Mais pour l'instant, je vous place en garde à vue en vue de dépatouiller cette histoire, d'accord? Avec cette garde à vue, le compte à rebours commence pour les policiers. Ils ont 24 heures pour prouver que ce patron a fait appel, semble-t-il, à un sous-traitant bidon pour embaucher ses 12 ouvriers polonais. Le siège de la société du suspect se trouve à Nanterre, à 20 km de là. Nous sommes en pleine heure de pointe. Les enquêteurs doivent sortir les sirènes pour éviter de perdre un temps précieux. Arrivé sur place, la perquisition commence immédiatement. Et Didier met très vite la main sur plusieurs contrats établis entre la société du suspect et le sous-traitant polonais. Contrat de sous-traitance entre et la société entreprise polonaise. Reste à déterminer s'il s'agit ou pas d'une simple boîte aux lettres. Or, justement,
l'un des policiers vient de trouver un document très intéressant. Oh, bah, situation permettant d'éviter une partie des règles relatives au travail des étrangers en France. Ça vient d'où, ça? C'est moi qui l'ai trouvé sur son internet. Ce papier ne prouve rien, mais il semble indiquer que le suspect s'est renseigné pour essayer de contourner le droit du travail français. La piste d'une fraude se confirme. Elle note qu'est-ce qui manque, par exemple. Laisse, Vous allez nous faire une photocopie, puis vous gardez ça, d'accord? Voilà. Les policiers n'ont pas le temps d'examiner tous les documents de la société. Ils se contentent de saisir les pièces les plus importantes, qu'ils éplucheront au commissariat. On fait comme ça, vous venez au commissariat, ok? Oui, sûr. Ah bah de toute façon, si vous venez pas, je vais vous cacher. Ah bah si, non, je viens toute seule. Vous venez toute seule? Parfait. On fait ça? Et bah voilà. La course contre la montre continue. Cette fois, direction le domicile du suspect, à quelques rues de là. Le patron habite un modeste 2 pièces, avec sa femme et leur enfant. Bonjour madame, c'est la police. On est avec votre mari. On vient dans votre domicile, visiter votre domicile. Avant qu'il rentre, je vais rentrer pour voir ces personnes, d'accord? S'il vous plaît, merci. Vous êtes toute seule avec votre enfant? Oui. Il n'y a pas de temps à perdre. La fouille commence immédiatement. Et une fois de plus, les enquêteurs vont rapidement dénicher des indices assez compromettants. C'est quoi ces chèques cadeaux? Vous en avez eu un grand montant, là? Ouais. 50 € par... ça vient d'où, ça? Ça vient de la société de la fourniture de peinture. Ouais, vous en donnez Des chèques cadeaux d'un fournisseur. L'appartement est une petite caverne d'Alibaba. Donc vous avez 84 billets d'une valeur de 50 €, ça fait 4200 €. D'accord? Ça, on va les placer sous scellé. Face à tous ces indices, Didier penche pour la rémunération illégale d'un travail dissimulé. Mais ce n'est pas fini. Dans l'entrée, une autre découverte intrigue les enquêteurs. Vous êtes collectionneur de montres, hein? Sur cette commode, vous avez pas de facture. Une impressionnante collection de montres. Estimation totale, 10 000 €. Vous avez les factures de vos montres? Celle-là, non. Celle-là et celle-là, je n'aurais pas parce que ça vient du cadeau de la Pologne. Des cadeaux sans facture. Les explications du suspect ne semblent pas très convaincantes. Et pour le reste, toujours pas de traces de la création d'une société fictive en Pologne. Mais dans l'immédiat, ce qui intéresse Didier, c'est ce qu'il tient dans sa main. Il s'agit des bulletins de paie de l'épouse du patron. Je sais pas, c'est troublant que madame est censée travailler à l'entreprise, mais on ne sait pas trop où physiquement elle pourrait travailler dans les locaux où on était tout à l'heure. Donc ça demande effectivement des explications. Ça pourrait, le cas échéant, sous réserve de vérification, être un emploi fictif, peut-être. Et les soupçons de Didier sur la nature de cet emploi vont très vite se confirmer. Votre femme, elle est salariée de votre société. Elle travaille quand, concrètement? Elle travaille quand? C'est quoi ses horaires? N'oubliez pas que vous avez un enfant de bas âge, il va falloir m'expliquer le mode de garde et compagnie. Donc ne me mentez pas. Par habitude, je vous le dis sincèrement, monsieur, par habitude, je sais que les conjointes de... On est bien d'accord, voilà. Le suspect vient d'avouer. Sa femme ne travaille pas réellement dans sa société. Il s'agit donc bien d'un emploi fictif. Pas d'argent, toujours pas d'argent liquide ici, monsieur? Bon, je vais vous faire confiance, effectivement. Je vous garantis qu'il n'y a pas ok, je vous fais confiance. À ce stade, les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour passer à la prochaine étape, l'audition du suspect au commissariat de police. Au revoir, madame. Au revoir. Entouré de policiers, l'homme quitte son domicile sous les yeux de sa femme. Et de son fils en pleurs. Travail dissimulé, fraude fiscale, blanchiment, abus de biens social. Apparemment, ce patron aurait commis toute une série d'infractions. Mais ce qui intéresse le plus les policiers, c'est cette affaire de sous-traitants polonais. Ils ont la conviction qu'ils sont face à une de ces fameuses coquilles vides. Plus grave, ils sont persuadés qu'elle a été inventée par le suspect lui-même pour contourner le droit français.
L'enjeu des prochaines heures sera donc de lui faire avouer sa fraude avant la fin de sa garde à vue. Depuis un an, vous avez eu affaire à combien de salariés de la société? En gros, donnez-moi une fourchette. Une vingtaine. Donc vous avez une vingtaine de salariés mis à votre disposition pendant un an, depuis un an, pardon, pour la société. Le suspect est malin. Il sait que le temps joue pour lui et fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Du coup, Didier revient à la charge. Vous êtes en tout cas particulier, vos sous-traitants polonais, par rapport à une entreprise d'intérim en France. Votre problème, c'est pas uniquement un problème de trouver du personnel qualifié, sinon vous auriez déposé des offres d'emploi. Non? Donc, vous voyez, si vous ne cherchez pas à recruter directement, ce qui est la solution la plus simple, qui vous permettrait en plus éventuellement de former les gens que vous recrutez aux techniques de l'entreprise, c'est que vous avez bien un autre intérêt pour passer par une entreprise étrangère. Vous avez un autre intérêt, c'est pas uniquement parce que vous n'arrivez pas à trouver de la main-d'œuvre en France. L'audition s'éternise. Dans une pièce voisine, les papiers saisis pendant la perquisition commencent à parler. Les enquêteurs ont désormais la preuve que le pseudo-sous-traitant polonais dissimule en réalité une fraude gigantesque. Au moins 10 chantiers de la région seraient impliqués. Mais ce qu'il faut, ce sont des aveux. Et pour l'instant, le suspect ne lâche rien. Monsieur, ma question elle est simple. Utilisez-vous les salariés de la société comme vos propres salariés? Devant l'obstination du fraudeur présumé, les enquêteurs décident de passer à la vitesse supérieure. Sans l'informer, ils organisent un second contrôle sur l'un des autres chantiers potentiellement impliqués dans la fraude. L'opération va s'avérer payante. Lorsqu'il apprend la nouvelle en pleine audition, le suspect a compris qu'il n'avait plus de marge de manœuvre. Il vient de passer aux aveux. Vu des derniers développements et des auditions de l'employeur, il semblerait qu'il finisse par reconnaître qu'effectivement, il a fraudé avec son entreprise, son pseudo-sous-traitant polonais qui, en fait, est une coquille vide qui ne lui sert qu'à lui fournir de la main-d'œuvre. Donc il a craqué? Oh, craqué, je ne sais pas si on peut dire ça. Il a fini par reconnaître, face à l'évidence et les éléments qu'on lui présentait, que le montage qu'il a fait est totalement frauduleux et que c'était un dispositif destiné à lui procurer de la main-d'œuvre bon marché puisque payé au tarif polonais. Au final, le montant de cette fraude s'établirait à 500 000 € environ. Cette arnaque aux boîtes aux lettres basée en Europe est en passe de devenir le nouveau fléau dans le bâtiment. Travail au noir, sous-traitant fictif, ce secteur est une aubaine pour les fraudeurs, avec en première ligne des ouvriers en situation irrégulière qui doivent se plier à ces pratiques illégales s'ils veulent travailler. Mais la fraude la plus massive concerne les impôts. L'évasion fiscale est en effet devenue un problème majeur pour les autorités. Transfert d'argent suspect, compte à l'étranger, tout est passé à la loupe. Seul rempart contre cette évasion fiscale, les douaniers, qui avec la suppression des frontières au sein de l'Union européenne, ne manquent paradoxalement pas de travail. Les bureaux de la douane de Thionville, tout près de la frontière franco-luxembourgeoise. Ici, la spécialité de l'inspecteur Raymond et de sa brigade, c'est la traque de l'évasion fiscale. Ce matin-là, Raymond et ses collègues doivent monter une opération de contrôle sur l'autoroute qui relie la France au Luxembourg. Une mission de routine. Cette autoroute, c'est un lieu de passage qui est très fréquenté, international, où l'argent circule beaucoup. Et pour cause, pendant des années, les fraudeurs ont emprunté cette route pour aller dissimuler leur argent dans les paradis fiscaux des banques luxembourgeoises. Mais depuis l'année dernière, tout a changé. Il faut savoir que depuis peu, il y a le Premier ministre luxembourgeois qui a décidé de lever le secret bancaire au Grand-Duché de Luxembourg à partir de 2015. Et depuis cette date, on constate quand même qu'il y a un petit peu plus de personnes qui vont rechercher l'argent qu'ils ont sur leur compte au Grand-Duché de Luxembourg. Alors, pour éviter d'avoir à payer des amendes, ils sont de plus en plus nombreux à faire le chemin inverse pour tenter de rapatrier discrètement leurs fonds. La méthode des douaniers est simple. Un premier repérage à la jumelle pour cibler les automobilistes suspects, puis une confirmation visuelle lorsque la patrouille arrive à hauteur du suspect. Là, c'est un véhicule intéressant. On va intercepter celui-ci un petit peu plus loin. Oui, c'est bien
reçu. Par contre, est-ce que votre équipage pourrait participer au contrôle? On a déjà un véhicule sur place. Oui. Pas de problème, on s'arrête en même temps. Sécurité oblige, vous ne connaîtrez pas les critères des douaniers pour repérer leur cible. Mais une fois celle-ci identifiée, le rituel du contrôle effectué sur une aire de parking est toujours le même. Bonjour monsieur, douane française. Bonjour madame, Service des douanes. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer à la douane? Hollande. Et là vous allez Monaco. Monaco. Vous habitez Monaco? Oui. Il y a 3 chiens à l'intérieur. Mais ce que cherchent vraiment les douaniers, ce sont les fonds illégaux que les fraudeurs tentent de rapatrier du Luxembourg. Or, la somme maximale que nous pouvons transporter avec nous sans justificatif est fixée à 10 000 euros. Nine. Est-ce que vous avez des sommes d'argent supérieures à 10 000 euros? Des sommes qui trouvent valeur supérieure à 10 000 euros? Pas de capitaux supérieurs à 10 000 euros dans la voiture? Et bien sûr, chaque contrôle se termine par une petite inspection en règle. Können Sie offen Kofferraum bitte? Vous me montrez le tabac que vous avez acheté? Les résultats d'une opération comme celle-ci sont imprévisibles. Mais le principal objectif des douaniers, c'est surtout de se montrer afin de rappeler aux fraudeurs qu'ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. C'est bon? Très bien, vous pouvez y aller. Merci. Vous avez l'habitude, vous dites? Oui. C'est pas la première fois? Oh là là. Une dizaine de fois déjà. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à votre avis? Oui, merci. Qu'est-ce qu'ils cherchent à votre avis? Allez, au revoir. Bon, je sais pas. Allez, au revoir. Mais le vrai problème de ces contrôles surprises, c'est qu'ils immobilisent les douaniers pendant plusieurs heures, sans aucune garantie de succès. En 20 ans d'expérience, Raymond a appris qu'il ne fallait surtout pas se fier aux apparences. En matière de fraude fiscale, il n'y a aucune règle. Alors les sommes d'argent sont très variables, ça dépend des gens. Il n'y a pas longtemps, on a eu une dame qui avait 150 000 euros sur un compte au Luxembourg. Elle venait prélever régulièrement 20 ou 30 000 euros. C'est une dame qui avait une petite pension de 800 euros, mais qui avait placé toutes ses économies à l'étranger. Il n'y a pas très longtemps, on a intercepté une personne qui était connue pour son appartenance à un groupe terroriste, qui avait une certaine somme d'argent sur lui. Un petit peu avant, on a contrôlé une personne avec 14 lingots d'or. À eux seuls, ces 14 lingots d'or représentaient une prise de plus de 400 000 euros. Pour les douaniers, il est donc vital de maintenir une pression constante sur les fraudeurs. Sur la route, mais également dans les trains, l'autre moyen de locomotion pratique et discret pour transférer d'importantes sommes d'argent. Nous sommes à la gare du Luxembourg. Ces personnes qui s'apprêtent à monter dans le TGV pour Paris ne sont pas des passagers comme les autres. Il faut se fondre parmi les voyageurs. C'est-à-dire qu'on attend que les portes soient fermées pour se munir du brassard. Olivier est inspecteur au sein de la brigade ferroviaire de la douane. Une fois les portes fermées, ces wagons se transforment en véritables souricières, le terrain de chasse favori de son équipe. C'est le service des douanes. Votre provenance et votre destination, s'il vous plaît. Bonjour madame. C'est le service des douanes. Oui. Votre provenance et votre destination, s'il vous plaît. Le motif du déplacement au Luxembourg? Bonjour madame, c'est le service des douanes. Oui. Comme leurs collègues de la route, les douaniers recherchent les fraudeurs qui tentent de rapatrier des fonds placés dans des banques luxembourgeoises. Est-ce que vous transportez des sommes qui trouvent valeur supérieure à 10 000 euros? Pas de capitaux, pas d'argent sur vous? Pas d'argent là, madame. Preuve que les temps ont changé depuis l'annonce de la prochaine levée du secret bancaire. 75% des sommes saisies en 2013 provenaient de ces placements illégaux. Donc, pas de liquidité, pas plus de 10 000 euros. Non. Je vais vous montrer ce que j'ai là pour vous faire. Oui, je vais regarder. Un peu plus loin, l'équipe d'Olivier va tomber sur une passagère qui annonce d'emblée qu'elle transporte une importante somme d'argent. Combien? 9 400 €, c'est une grosse somme, mais elle est juste en dessous du seuil légal. Olivier s'installe pour contrôler la passagère. Elle a peut-être menti sur le montant réel. Donc vous nous avez dit 9 400 €? Un retrait bancaire? D'accord. C'est tout ce que vous avez sur vous alors? Non mais... Oui. D'accord. La Oui. passagère reste calme. Manifestement, elle sait qu'elle ne risque rien. Vous avez dit 9 400 €? Le comptage commence immédiatement. Et au bout de quelques instants...
Donc au niveau du comptage, on ne dépassera pas les 10 000. Et je vous remercie. Certains fraudeurs connaissent bien la loi. Bonne fin de journée. Pour vider un compte en banque sans se faire pincer, il suffit de faire plusieurs voyages sans jamais dépasser le montant maximum autorisé sans justificatif. Cette femme était-elle une fraudeuse? Impossible de le savoir. La personne nous a déclaré 9 400 € et disposait de 9 400 €. Ok. Donc elle n'est pas soumise à l'obligation déclarative, elle est sous les 10 000 €. Donc elle poursuit son voyage tranquillement. Ce jour-là, Olivier et son équipe ne trouveront pas plus d'argent. En 2013, les contrôles de la douane française ont permis de récupérer plus de 130 millions d'euros. Une goutte d'eau comparée aux 80 milliards de la fraude fiscale. Trafic de voitures, travail au noir, fraude sociale, évasion fiscale. Depuis peu, une autre arnaque qui inquiète beaucoup les autorités a fait son apparition dans nos rues. Cette fois, l'objectif n'est pas d'éviter les taxes ou les impôts, mais plus simplement de faire payer les autres à sa place. Ce nouveau must des voyous, c'est la Yes Card, la carte qui dit oui. Une arnaque qui n'a pas volé son surnom. Car vous allez voir qu'avec ce petit bout de plastique, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre bonne vieille carte bancaire, les voleurs ne font pas de quartier. Nous sommes dans le 17e arrondissement de Paris. Ces grands boulevards haussmanniens, Zouir les connaît par cœur. Ce policier de la BAC vient régulièrement planquer dans le coin. Surtout depuis que le commissariat a enregistré une explosion des plaintes pour piratage de comptes bancaires. Dans le secteur, des dizaines de victimes ont vu leur compte fondre comme neige au soleil. Pourtant, aucune d'entre elles ne s'est fait voler sa carte bleue. C'est une nouvelle arnaque à laquelle Zouir va bientôt se retrouver confronté pour la première fois. Ok, c'est reçu. Le véhicule, il est garé où? Et ce jour-là, Zouir va avoir de la chance. Cette voiture a brutalement changé de direction plusieurs fois, au risque de créer un accident. Ok, reçu. Manifestement, les 2 personnes à bord n'ont pas la conscience tranquille. C'est une Clio. Ah, c'est ça. Ah, ils ont un comportement un peu suspect. Ils devaient prendre le boulevard de Courcelles. Au dernier moment, ils changent et ils partent sur le 8e arrondissement. C'est donc un parcours un peu bizarre. Le conducteur de la Clio se comporte comme s'il voulait semer quelqu'un. Ah, affirmatif, Miromini, là, on se met derrière, c'est bon. Mais Zouir et son collègue ne le lâchent pas. Demi-tour, Toff. Demi-tour, direction boulevard de Courcelles. Ça descend. L'un des passagers vient de descendre juste devant une pharmacie. Zouir décide de le suivre. Ok. Donc on a un mec dans la pharmacie. Le véhicule avec le chauffeur en stationnement au 66, c'est pratiquement à l'angle. Zouir a une intuition. Il veut contrôler les 2 suspects. Mais pour être sûr que personne ne s'échappe, les policiers doivent attendre que l'homme entré dans la pharmacie regagne la voiture. C'est ressorti les gars, c'est ressorti. Attendez 2 petites secondes. Ça y est, les suspects sont de nouveau ensemble. C'est le moment d'intervenir. C'est bonjour, police nationale. Ne bougez pas. C'est la police. Oui. Et vous allez descendre de la voiture. Venez là. Zouir a eu le temps d'apercevoir quelque chose de louche avant que le premier suspect ne sorte de la voiture. Monsieur, vous allez me sortir tout ce que vous avez dans les poches. Vous avez combien d'argent sur vous là? 230 €. D'accord, ok, posez le jus. Au final, les policiers saisissent plus de 400 € en petites coupures. En poursuivant la fouille, ils découvrent ensuite une carte bleue restée dans la voiture. A priori, rien d'illégal, mais l'origine de cette carte intrigue Zouir. Là, on a des cartes bleues étrangères en fait. Ça doit venir, Landmark à mon avis, ça doit venir d'un pays de Dubaï ou je sais pas. Probablement Dubaï. C'est du volet pour vous ça? Sûr et certain même. Sûr et certain. À ce moment-là, Zouir et ses collègues pensent qu'il ne s'agit que d'un simple vol de carte bleue. Mais ils se trompent. Ça vient d'où? Je vais acheter à Montreuil. Acheter à Montreuil, d'accord. Ok. Les gars, c'est bon, positif. 803. Une carte bancaire achetée. Les policiers sont surpris. Ils décident d'emmener les suspects pour les interroger. C'est possible ça d'acheter des cartes bleues volées et de faire des achats après? Ouais, c'est ce qu'il nous dit, Il n'y a que l'enquête qui va nous déterminer d'où il les a eu exactement. Même Zouir a du mal à y croire. Il n'a jamais entendu parler de cartes bancaires achetées au marché noir.
On change dans le véhicule. Devant le commissariat, des enquêteurs rejoignent l'équipe pour procéder à une fouille méthodique de la voiture. Le coffre est rempli. Apparemment, les deux suspects ont été interrompus en pleine course. Mais à l'avant du véhicule, une enquêtrice découvre tout un stock de nouvelles cartes. Ce ne sont pas des cartes bancaires, mais des cartes cadeaux qui permettent de faire des achats dans plusieurs grands magasins. Les suspects viennent justement de s'en servir. Ça, c'est ce que vous avez acheté avec la carte, monsieur? Faire des emplettes avec des cartes cadeaux, ça paraît tout à fait normal. Mais pas de chance pour les deux suspects, l'enquêtrice a déjà été confrontée à cette nouvelle arnaque. C'est-à-dire qu'à la base, c'est censé être des cartes cadeaux, sauf qu'en fait, quand vous la passez, ça s'est retiré sur le compte de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà pourquoi ces cartes ont été vendues au marché noir. Elles sont toutes fausses, mais connectées à de vrais comptes bancaires. C'est-à-dire vous prenez des cartes, vous y mettez les coordonnées en fait du compte, par exemple de votre compte, et à chaque fois que l'on va payer avec la carte qui a ce nom-là, en fait je retirerai sur votre compte. On appelle ça des yes cards parce qu'en fait ce sont des cartes qui disent tout le temps oui. Dès que vous faites un achat, ça dit oui. Les yes cards sont apparus pour la première fois en France en 2011. À première vue, elles ressemblent à de vraies cartes bancaires. En fait, ce sont des cartes à puce que des pirates informatiques ont réencodées avec de vrais numéros de cartes bleues volées. Ces numéros ont été récupérés par les pirates informatiques sur Internet, en se faisant passer pour de grandes sociétés, comme des banques, des fournisseurs d'énergie ou des opérateurs téléphoniques. Ces voleurs subtilisent à l'insu des clients la clé de leur compte bancaire. L'arnaque fonctionne à tous les coups, puisque les victimes mettent du temps à comprendre que leurs comptes ont été piratés. Et la supercherie va encore plus loin. Lors d'un achat ou d'un retrait, pas besoin de code secret. Cette fausse carte accepte n'importe quel chiffre. L'arnaque est quasi indétectable pour les commerçants. Et plus de 700 000 ménages en ont déjà été victimes rien qu'en 2012. Dans cette affaire, le pire a été évité. Car les deux suspects venaient à peine d'acheter leur fausse carte. Ils n'ont pas eu le temps de faire de gros dégâts. Je pense surtout qu'en fait ils essayaient les cartes. Je pense que c'était plus un essai qu'autre chose. C'est-à-dire on essaye sur des petites choses et si ça marche après on se met à acheter des trucs de luxe. Toutes ces marchandises achetées illégalement vont être restituées au magasin. Mais heureusement que les policiers sont intervenus à temps, car l'un des suspects va nous confirmer qu'ils étaient bien partis pour une grande virée shopping. Oh, aujourd'hui on a dû faire au bas mot 3000 €. Hein. Donc voilà, moi je suis parti. 2-3 emplettes à faire aujourd'hui, chez Louis Vuitton, faut bien se faire plaisir, tu vois. Ah, forcément, avec les cartes des autres, on peut acheter pas mal de choses. Ah ouais, et parfois on se fait prendre. Ces deux individus étaient jusque-là inconnus des services de police. Ils seront jugés dans les prochains mois pour escroquerie. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Quelle est vraiment l'efficacité de cette répression massive sur tout le territoire? Difficile de répondre. Car selon la Cour des comptes, seulement 1,5% de l'argent de la fraude qui concerne le travail au noir et le travail dissimulé est récupéré par l'État. Autant dire, quelques miettes. T'as aimé cette vidéo? Alors c'est simple, abonne-toi. Clique sur le lien en dessous.